Et allons plus loin dans l'entretien avec nous ce soir, Isabelle Méjean. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes économiste, professeur à l'école polytechnique, lauréate du prix Meilleur jeune économiste 2020. On le voit, ce chef d'entreprise a relocalisé une partie de son activité, ça a marché. On n'entend plus que ça depuis la fin de cette crise, pas du tout la fin, depuis le début de cette crise Covid. Relocalisons, relocalisons, relocalisons. À tort selon vous? À tort, je ne sais pas. Disons que moi, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup ça sur plein de sujets différents, sans beaucoup de précision sur ce qu'on veut relocaliser. Voilà, moi, mon discours, c'est un peu de dire on ne relocalise pas la même chose selon différents objectifs qu'on veut atteindre. Donc, c'est très important de bien préciser quels sont les objectifs visés. Et après, de spécifier quels sont les types d'activités qu'on veut localiser ou relocaliser selon le cas. Et puis aussi considérer quels sont les outils multiples qu'on peut mobiliser. Et dans ce cas-là, essayer de réfléchir au meilleur mix de politiques pour atteindre un objectif donné. Mais encore une fois, je pense que c'est très important de bien spécifier l'objectif parce que justement, dans les débats, on a parlé d'objectifs très nombreux et qui ne sont pas du tout compatibles, disons, les uns avec les autres. On entrera dans le détail de ce qu'il faut ou pas relocaliser ou localiser, puisque c'est effectivement votre discours, on y viendra dans un instant. Mais d'abord, pendant des décennies, la logique, c'était quand même, si je peux fabriquer ailleurs moins cher, je le fais. Maintenant, la petite musique, c'est donc plutôt, je relocalise, et puis on verra pour les coûts. Est-ce que vous craignez qu'on tombe dans l'extrême inverse, qui est une forme d'idéologie de la relocalisation? Non, je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un effet massif pour qu'on arrive à ces extrêmes-là. Et je ne pense pas qu'on va arriver à un changement complet de modèle. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça dont on parle. Donc ici, on parle de choses qui sont quand même assez ciblées. On reste un pays dans un marché unique. Donc le commerce reste quand même une partie importante de notre fonctionnement et qui nous apporte des bénéfices importants. Et je ne pense pas qu'il est question de revenir sur ça. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait un risque très important. Vous l'avez dit un tout petit peu tout à l'heure, vous avez prononcé le mot localiser, localisation. Donc il y a une différence évidemment entre relocaliser et localiser. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette différence ? Dans la notion de relocalisation, il y a une idée qu'il s'agit d'activités qui étaient avant produites en France, qui ont été déplacées, donc souvent dans des pays qui ont des coûts du travail moins élevés et qu'on essaierait de rapatrier en France. Donc il y a cette idée vraiment sur le type d'activité dont on parle, la production de chaussettes, le textile. Donc le textile, c'est un bon exemple. C'est une industrie qui a été très fortement délocalisée. On produit très peu de textile en France aujourd'hui. On produit sur des niches très particulières, plutôt le luxe, etc. Quand on a un savoir-faire. Sur des savoir-faire de niche. Mais le gros du textile aujourd'hui est produit dans des pays émergents à coût du travail beaucoup plus faible parce que c'est une industrie qui est très intensive en travail. Donc Donc si on veut relocaliser ce type d'industrie, c'est très différent, disons, plutôt que de localiser des activités, c'est-à-dire d'essayer plus largement d'augmenter l'attractivité de la France, de créer de l'emploi et de l'activité sur des industries. Lesquelles, par exemple, justement? Dans quel type de secteur pourrions-nous localiser? Donc là, si on commence à parler en termes d'avantages comparatifs, c'est-à-dire la notion qu'on a du commerce international, elle repose beaucoup sur cette notion que les pays ne savent pas faire aussi bien les mêmes choses. C'est vrai. Donc certains pays ont plutôt un avantage comparatif sur des biens très intensifs en travail parce que le coût du travail y est faible. D'autres pays ont plutôt un avantage comparatif sur des productions qui sont plus intensives en capital, en technologie, en travail qualifié. Et donc de ce point de vue-là, la France, on considère que c'est plutôt un pays qui a un avantage comparatif sur des activités à fort contenu en technologie, en travail qualifié. Et donc c'est
plus facile, disons, de créer des activités dans ces domaines-là. Donc, voilà, les activités qui sont très intensives en technologie, ça va être tout ce qui est aéronautique, le matériel de transport, mais il y a aussi la chimie, la pharmacie, ce genre d'activités où il y a un contenu en technologie, en innovation et en travail qualifié qui est plus important que dans d'autres secteurs où le coût va beaucoup dépendre finalement de facteurs liés notamment au coût du travail. On pourrait localiser par exemple des activités qui nous poussent vers la transition écologique. On aurait ces capacités-là en France ? Moi, je pense personnellement que c'est quelque chose sur lequel il faut miser parce que finalement, on voit bien la transition écologique, elle nécessite des ruptures technologiques. Donc, c'est des activités qui, par définition, n'existent pas beaucoup aujourd'hui et qui sont destinées à exister beaucoup plus dans le futur. En tout cas, on l'espère. Il se trouve que sur ces questions-là, en Europe, on a plutôt un avantage parce qu'on a eu un peu plus tôt que d'autres pays une politique très volontariste de transition écologique. Donc, il y a des incitations fortes qui sont faites, des dépenses importantes dans la technologie, dans la recherche et développement sur des technologies de rupture écologique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une fenêtre de tir qui consiste à dire faisons des investissements massifs qui vont nous permettre, nous, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire notre empreinte carbone, en misant aussi sur le fait que dans le futur, d'autres pays vont se joindre. On espère quand même que rapidement, ça va être un mouvement beaucoup plus important et donc que l'avance européenne va se réduire très rapidement. Et à ce moment-là, ça sera important du point de vue du pur avantage comparatif, finalement, d'avoir déjà développé des compétences. Donc moi, je pense que c'est des investissements qui peuvent être rentables, évidemment, pour des objectifs premiers qui sont la transition écologique, mais aussi qui peuvent constituer dans le futur aussi une source d'avantage comparatif pour des entreprises qui auront très tôt, finalement, investi dans des technologies qui aujourd'hui sont peu rentables, mais qui le deviendront dans le futur. Ça pourrait même rééquilibrer les rapports de force dans les échanges commerciaux, c'est-à-dire que finalement on deviendrait des puissants dans un certain domaine et qui nous donnerait un avantage commercial. Quand on dit on, je ne sais pas trop de qui on parle, mais l'Europe reste une puissance commerciale très importante. Donc on a déjà des avantages comparatifs très forts sur certains domaines. On a beaucoup parlé du secteur pharmaceutique pendant la crise. C'est un secteur où il y a un avantage comparatif historique très très fort de l'Europe. Les États-Unis, l'Europe produisent une grande quantité de produits pharmaceutiques, etc. Donc, on a tendance à s'autoflageller, mais on a tendance à beaucoup exagérer, mais l'Europe est une très grosse puissance commerciale. La France, dans l'Europe, n'est pas dans une position de compétitivité très bonne. Donc, si on commence à se comparer à l'intérieur de l'Europe, c'est sûr que là, la comparaison n'est pas toujours aussi flatteuse. Mais voilà, l'avantage comparatif de l'Europe, il existe aujourd'hui. Il va évoluer parce que c'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Et c'est vrai en Chine comme c'est vrai en Europe. Moi, je pense que c'est important, effectivement, de réfléchir à ces questions-là en ayant vraiment un regard sur l'avenir, parce que c'est comme ça qu'on construit finalement des avantages sur donc on accumule des parts de marché sur des activités très pérennes. C'est assez certain aujourd'hui que ça va être très compliqué de récupérer des grosses parts de marché dans le textile en Europe. C'est quelque chose qui, sur des produits de niche, sur... ça, c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard, oui. Oui. Je vais quand même aller un petit peu dans l'autoflagellation parce que cette crise Covid a créé des vrais bouleversements, peut-être même un électrochoc, en tout cas pour beaucoup de Français qui n'y connaissaient pas grand-chose, de découvrir que certains de nos médicaments, et notamment le paracétamol, étaient fabriqués en Chine ou que notre matériel médical pouvait être fabriqué en Chine. Est-ce que ça a été un tournant aussi dans le milieu économique dont vous faites partie ? Est-ce qu'il y a eu un choc ou est-ce qu'en fait, non, ça a été juste le grand public qui a compris que voilà, l'Europe et la France n'étaient pas au point là-dessus?
Oui, non, ouais, pour vous, c'était pas une surprise, mais c'est mon domaine de recherche. Vous saviez que le paracétamol, tout bien ça sûr, oui, bien sûr. La pharmacie, c'est un secteur qui est extrêmement concentré, donc le paracétamol est produit uniquement en Chine. Les produits à base d'insuline sont produits uniquement en Europe. Les États-Unis sont très spécialisés sur les médicaments à base de, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais de morphine, ce genre de choses. C'est un secteur qui se trouve être générer des économies d'échelle très importantes. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de produire de manière très concentrée sur les produits pharmaceutiques. Et c'est pour ça que c'est un secteur où, effectivement, il y a des niveaux de concentration de la production très importants. Donc, ce n'est pas du tout une surprise de ce point de vue-là. Et puis, plus généralement, évidemment, c'est mon domaine de recherche, mais toutes les questions de commerce international, c'est un domaine qui a beaucoup évolué dans les 20 dernières années, parce qu'il y a eu des bouleversements majeurs. La Chine est entrée massivement dans le commerce international. Comme vous avez un pays comme ça qui s'ouvre au commerce international, qui accumule des taux de croissance très, très importants pendant 15 ans, en tirant beaucoup sa croissance sur le commerce international. Évidemment, ça change tout. Ce qui change tout aussi, c'est encore une fois la construction européenne, le marché unique, ça change tout. L'union monétaire, le fonctionnement de la zone euro, ça change beaucoup de choses sur le fonctionnement du commerce international. On a eu aussi une autre révolution, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des chaînes de valeur, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on produit les biens de consommation finale beaucoup plus qu'avant sous forme de chaînes de production avec des étapes qui sont fragmentées, qui sont produites dans différents pays. On a beaucoup internationalisé les chaînes de production. Donc tous ces phénomènes, c'est des choses qui ont beaucoup changé dans les 20 dernières années et qui ont amené tous les économistes et ceux qui travaillent sur ces questions-là en particulier à revoir finalement un peu ça change évidemment la vision qu'on a du commerce international. Donc c'est vrai que c'est un peu intéressant, je ne sais pas comment le dire, qu'à l'occasion de cette crise où finalement le commerce international n'a pas trop mal marché, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que pendant la crise, on était quand même dans des économies qui ne produisaient plus. En France, on ne produisait plus. Le commerce international, évidemment, s'est contracté de manière massive, mais on a continué à échanger. Les individus ne pouvaient plus voyager. Le transport d'individus à l'échelle internationale était quasiment à l'arrêt. On a continué à livrer des masques. C'est pour ça que le problème des masques, qui a été très caractéristique, a été finalement résolu assez vite. C'est pas parce qu'on s'est mis à produire un petit peu de masques en France, c'est très bien, mais c'est parce que massivement, on a réussi à s'assurer des approvisionnements en Chine et que ces approvisionnements sont arrivés, ça a été transporté. Donc, c'est finalement assez paradoxal que, évidemment, la crise a marqué tout le monde. Ce qui s'est passé est très choquant psychologiquement, mais c'est assez étonnant que les questions de commerce international aient autant focalisé l'attention, alors que finalement, la plupart des choses dont on discute, qui sont des problèmes importants liés au commerce international, sont des choses qui étaient préexistantes à la crise. Et moi, je ne pense pas que la crise ait beaucoup changé mon opinion sur ce qu'il faut faire en termes de politique économique. Mais justement, est-ce que les lignes doivent un peu bouger ? Est-ce que c'est un enseignement qu'on doit tirer de cette crise ? Par exemple, cesser de ne fabriquer que le paracétamol en Chine, pour ne prendre que cet exemple qui a frappé les esprits. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre un terme à ce monopole et peut-être, pour le coup, relocaliser la fabrication de ce type de médicaments chez nous ou pas ? Ça, c'est une question qui finalement relève pas tellement de l'économie. C'est-à-dire que les débats qu'on a eus sur ces questions de paracétamol, notamment, c'est la question de ce qu'on peut appeler la souveraineté stratégique. C'est-à-dire qu'on peut dire sur certains biens, c'est important d'être capable de produire domestiquement. Des on secteurs le fait stratégiques. Sur la défense. Pourquoi pas dire le paracétamol est un bien qui est suffisamment stratégique et important
pour qu'on ait intérêt à s'assurer une production locale. La difficulté dans ces questions-là, c'est que quand on commence à réfléchir de cette manière, c'est très facile de considérer qu'il y a énormément de biens qui sont stratégiques, parce que finalement, il y a beaucoup de choses dont on a besoin pour vivre au quotidien. Cette crise l'a prouvé d'ailleurs. Très rapidement, on a besoin de dire, voilà, il y a l'agroalimentaire, c'est stratégique, la pharmacie, c'est stratégique, il y a certains biens de capital qui sont stratégiques, donc il y a énormément de choses qui peuvent devenir stratégiques, l'alimentation, etc. Ça, c'est un premier point. Donc, très rapidement, finalement, on se met à vouloir tout produire domestiquement. Et donc, ça, il y a un coût, il faut le rappeler, c'est un coût très important. Ce qu'on produit, ce qu'on va relocaliser pour des raisons stratégiques va être produit à un coût plus élevé en France. Il y a un deuxième problème, c'est que sur un certain nombre de biens, c'est difficile de relocaliser. Enfin, si on veut vraiment une indépendance stratégique, il faut relocaliser toute la chaîne de production. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaîne de production, elle est fragmentée. Donc, il ne suffit pas de dire la dernière étape, je la relocalise en France, parce que si vous n'avez pas les intrants pour produire en France, vous n'avez pas d'indépendance stratégique. Il y avait un petit exemple rigolo, enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais il y a eu cette question, cette tension un peu entre les États-Unis et le Canada pendant la crise, parce que les États-Unis ne voulaient plus exporter les masques FFP2 au Canada, et le Canada a dit d'accord, mais c'est nous qui produisons les filtres qui sont dans les masques. Et ça, c'est une anecdote, je ne sais même pas si elle a circulé, je ne sais même pas si c'est vérifié, mais c'est très probable, parce qu'aujourd'hui, la plupart des choses qu'on achète sont des biens qui ont une nationalité très difficile à définir. La nationalité d'un bien, c'est un gros problème statistique de définir ce qu'est la nationalité d'un bien, parce qu'aujourd'hui, on produit des biens avec plein de morceaux qui sont produits dans plein d'endroits. Donc, si vous voulez aujourd'hui être indépendant stratégiquement sur la production, je ne sais pas moi, d'un avion, c'est des centaines d'entreprises qu'il faut relocaliser en France. Et donc ça, c'est très compliqué. Et le dernier point, c'est qu'il y a une alternative qui n'existe pas sur tous les biens, etc. Mais l'alternative, c'est de faire des stocks stratégiques. On peut aussi se couvrir contre des risques d'approvisionnement sur certains biens en ayant des stocks stratégiques qui sont plus importants. On l'a vu, le problème, c'est que définir quel est le niveau du stock stratégique nécessaire, c'est très compliqué parce qu'il faut anticiper quelle sera la prochaine crise. Donc aujourd'hui, je pense que là, on sort de la crise, il va y avoir des masques partout, il n'y a pas de problème, des respirateurs, etc. Est-ce que la prochaine pandémie impliquera des maladies respiratoires? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a des médecins qui sont capables de dire ça, des scientifiques, mais voilà, c'est très difficile avant de dire quels seront les stocks stratégiques dont on aura besoin dans l'occurrence d'une crise. Mais ça, c'est quelque chose, c'est l'analyse du risque et des risques extrêmes, comme on peut qualifier ces risques qui ont une très petite probabilité. Il y a des gens qui font ça, c'est un travail, c'est un métier, et c'est plus finalement, je pense que c'est plus leur expertise à eux qu'il faut mobiliser, plutôt que celle des économistes. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que si on parle d'indépendance stratégique, on parle de l'indépendance stratégique française ou européenne, parce qu'au sein même de l'Europe, on ne se fait pas de cadeaux. Non, je pense que... Et on n'a pas du tout les mêmes acquis sociaux, les mêmes politiques de travail, c'est compliqué. Disons que si on parle d'indépendance stratégique, moi, ça me semble difficile d'en parler au niveau national. Je pense qu'on est dans un marché unique, c'est au niveau européen qu'il faut raisonner. Et dans ce cas-là, en plus, c'est plus facile, parce qu'il faut quand même bien voir que la plupart des choses qu'on importe aujourd'hui sont importées d'Europe. C'est plus que 60% du commerce extérieur de la France se fait uniquement à l'intérieur de l'Europe. Donc on focalise beaucoup sur des biens, parce que c'est vrai que c'est frappant. Il y a certains biens très spécifiques qui sont importés massivement de pays asiatiques, des États-Unis, etc. Mais c'est une très petite proportion de ce qu'on consomme. La plupart des choses qu'on importe sont produites en Europe et sont produites aussi très largement dans des chaînes de valeur qui sont très européennes. On produit ces biens dans des chaînes de valeur fragmentées. L'Europe se caractérise par un niveau de régionalisme sur ces chaînes de valeur qui est plus important que dans le reste du monde. Si on compare par exemple avec les États-Unis, le Japon, etc., le marché unique finalement, et le fait de s'intégrer
entre des pays très avancés technologiquement et des pays avec des niveaux de salaire qui sont plus faibles, a permis aussi de développer des chaînes de valeur à l'échelle régionale qui sont très intégrées. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des dépendances fortes. Sur certains biens particuliers, on a des dépendances très importante vis-à-vis du reste du monde en dehors de l'Europe, mais le gros de ce qu'on fait, c'est à l'échelle européenne. Donc en termes de souveraineté stratégique, je pense que la bonne échelle, c'est vraiment l'échelle européenne. Mais c'est intéressant votre question, parce que finalement, on a parlé beaucoup de souveraineté stratégique, mais le problème majeur qu'on essaye de traiter, c'est celui de l'emploi. Et le problème de l'emploi, c'est un problème qui est très différent, qui n'a absolument rien à voir avec le paracétamol ou les masques. C'est un problème qui est lié en partie à un manque de compétitivité de l'économie française vis-à-vis de ses partenaires européens. Qui a pourtant fait des efforts, non, en termes de compétitivité, la France, depuis quelques temps. C'est un problème qui est identifié depuis longtemps. De nouveau, ce n'est pas une nouveauté qu'on réalise avec la crise. On sait qu'il y a une détérioration de nos parts de marché à l'international qui est plus importante que dans d'autres pays européens. On a eu un niveau de baisse de l'emploi manufacturier qui est assez important. Ce n'est pas le plus important en Europe, mais qui est assez important en Europe. On a donc des déficits commerciaux sur la balance des biens qui sont accumulés. Donc il y a le diagnostic, il a été fait il y a longtemps. Je pense qu'il y a eu une série de mesures qui ont essayé de contrer ce problème-là. La difficulté, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution miracle pour l'instant. Donc, c'est vrai que ça reste un problème important. Mais je pense que c'est très important d'insister sur le fait que c'est un problème qui finalement concerne très peu le rapport de la France avec la Chine, l'Asie, etc. C'est vraiment un problème qui a une dimension européenne très très forte, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne. On a un déficit commercial vis-à-vis de l'Allemagne qui est très important et qui effectivement contribue à notre déficit commercial sur la balance des biens. Merci Isabelle Méjean d'avoir été claire, de nous avoir expliqué tous ces sujets. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'École Polytechnique et lauréate du prix du meilleur jeune économiste 2020. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien ce soir sur Public Sénat.